Qu'il y ait des failles, c'est une chose, mais les services font leur travail. Les services font leur travail avec les moyens qu'on veut bien leur donner, mais c'est le gouvernement qui ne fait pas son travail. Si la France a un problème avec l'islamisme, c'est bien parce qu'il s'est développé chez nous un islam qui, en son sein ou à sa marge, eh bien, développe cette branche extrémiste. Et si l'islam est chez nous, en tout cas, il n'est pas de chez nous. Il n'est pas de chez nous. Le problème, l'islamisme, c'est une conséquence. Le problème, c'est l'immigration. Et l'immigration, Emmanuel Macron ne souhaite pas la remettre en cause. Il faut donc s'attaquer à la racine du mal, qui est l'immigration. Et puisque l'on en est à traiter le problème, eh bien moi je ne cherche que des preuves d'action, pas de déclarations. Emmanuel Macron est dans l'urgence. Il faut absolument que la colère des Français soit contenue. Alors il fait des grandes déclarations, hydre islamiste, terrorisme islamiste. Lorsque nous les employons, nous, au Rassemblement national, et Marine Le Pen en particulier, nous étions taxés de xénophobie et d'islamophobie. Alors aujourd'hui, on a le droit de dire la vérité. Alors, tant mieux. Mais que fait-il? Moi, lorsque je saisis le préfet, le représentant de l'État à Marseille, pour lui dire cette année encore, il y a les journées des musulmans du sud de la France, des journées qui sont organisées par l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, qui est la branche française des frères musulmans. On me répond, vous comprenez, c'est une journée, une association privée, on ne peut rien faire. Lorsque Christophe Castaner, cet été, le ministre de l'Intérieur, donc, cet été, participe à l'inauguration d'un centre français de civilisation musulmane en présence de l'ancien ministre de la Justice d'Arabie Saoudite, qui n'est quand même pas connu pour être un grand démocrate et être le représentant d'un islam très rigoriste. Où est la preuve de la lutte contre l'islamisme? Où sont les preuves d'action? Elles ne sont toujours pas là. Alors aujourd'hui, des grandes déclarations. Mais Emmanuel Macron en a tellement fait. Vous savez bien que c'est un problème extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas, certains l'évoquent parfois, interdire une idéologie, c'est une absurdité. On ne peut pas interdire le salafisme ou l'islam radical. Donc comment faire face à ce problème? Au fond, tout le monde est un peu démuni par rapport à la montée de cette idéologie. Moi, je me sens pas démuni, moi. Quelle est la solution? Je me sens déterminé. Et il faut déjà sortir de ce terrorisme intellectuel et politique qui veut que lorsque l'on veut dénoncer l'islamisme, eh bien, on ne soit plus taxé d'islamophobie, de discrimination. Il va bien falloir regarder en face le problème. Et vous savez, à Marseille, il y a eu la fermeture d'une mosquée extrémiste, mais il a fallu des mois, des années pour en arriver là. Et encore, on nous a annoncé qu'on ne pouvait la fermer que pendant 6 mois. Alors il faut se donner les moyens législatifs qui correspondent à la gravité de la situation et en finir, encore une fois, avec cet auto-musellement, on va dire. Maintenant, c'est des actions vigoureuses. Il faut fermer les mosquées salafistes. Il faut expulser les imams qui tiennent des discours. Vous fermez les mosquées salafistes. Les salafistes sont toujours là. J'en ai signalé plusieurs. Marseille, la mosquée Isla dans le 15e arrondissement. Eh bien, aucune réaction. Et aucune réaction, aucune action. Parce que, vous comprenez, il ne faut pas heurter, il ne faut pas faire d'amalgame. Moi, je ne fais pas d'amalgame, justement. Je fais la différence entre nos compatriotes musulmans qui observent leur culte en toute quiétude et sérénité, et puis les militants islamistes qui sont à la manœuvre et qui sont redoutablement efficaces. Lundi, c'est l'immigration qui était au cœur. RMC, l'immanquable grande gueule. Donc la FCPE, qui est bien connue pour la laïcité, la neutralité, le respect des valeurs de la République, en son temps, pense qu'aujourd'hui, alors quand on voit l'affiche comme ça, on peut se dire qu'effectivement, une maman voilée a autant de droits que n'importe qui, et c'est pas son voile qui peut lui enlever des droits de l'humanité et le droit d'exister et de circuler librement. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas la femme et l'individu en tant que tel. Il faut que les gens comprennent ça. Ceux qui viennent à chaque fois nous charrier sur notre, entre guillemets, islamophobie ou haine des musulmans, le font exprès. Il n'y a pas de neutralité quand on met un voile. Quand on met un voile, on signifie à l'autre qu'on est une femme musulmane. Quand on met une kippa, c'est qu'on est un homme de confession juive. Quand on arrive avec une grande croix, c'est qu'on est catholique. Donc
Le signe visible qui est sur cette affiche, c'est une femme musulmane. Et la FCPE nous dit, elle sort de sa neutralité, elle sort de la neutralité et elle dit, les femmes musulmanes ont le droit d'accompagner les enfants en sortie scolaire. OK ? Donc, dans l'égalité femmes-hommes, on donne aux enfants, et en particulier aux garçons, l'idée, dans leur imaginaire, qu'une femme musulmane est différente des autres femmes parce qu'elle vit cachée, en tout cas ses cheveux cachés du regard et du désir des hommes. Si la FCPE en est arrivée là, elle confond complètement avec le combat contre le racisme qu'elle doit mener, le combat contre les discriminations qu'elle doit mener, mais elle doit s'opposer à tout signe distinctif qui différencie les gens des uns et des autres. C'est très important, parce que du coup, sous couvert de bien-pensance et sous couvert de protéger, personne n'en veut aux femmes musulmanes individuellement. Personne. C'est l'immanquable grande gueule. Sandrine Gomez, rebonjour Sandrine. Dans la presse ce jeudi, on parle beaucoup de canicule et tout le monde en France ne pourra pas aller à la piscine. Effectivement, ce sont les Grenoblois qui devront trouver une autre alternative à la piscine, puisqu'il y a 2 piscines municipales qui ont été fermées sur ordre de la municipalité. La faute à lire dans le Parisien, au Burkini, et à ces 2 opérations coup de poing en près d'un mois. La dernière fois, c'était dimanche. 2 femmes musulmanes qui se sont donc introduites dans une piscine vêtue de ce maillot qui couvre tout le corps au mépris du règlement intérieur. Une initiative pilotée par le collectif Alliance Citoyenne qui a donné lieu à une nouvelle polémique, puisqu'on a reproché au maire de ne pas s'être exprimé tout de suite. Il a pris un mois avant de réagir. Lui a dit donc que c'était au gouvernement de fixer clairement les règles en la matière. L'opposition municipale, notamment de droite, l'a trouvé trop laxiste en la matière. Et donc, face à cette action coup de poing, certains donc ont décidé de réagir. Il s'agit notamment d'individus isolés qui organisent la riposte à leur manière. Un homme, par exemple, Damien, a voulu se baigner en short mercredi matin dans une piscine à Grenoble, une tenue qui est interdite par le règlement. Cela a entraîné des débordements et des tensions. Et puis, il y a cette autre initiative d'un groupe grenoblois qui alerte sur l'islam radical et appelle sur Facebook à quoi se mettre à poil devant ces commandos burkini dimanche prochain, puisque ce dimanche était prévu un autre rassemblement similaire dans la piscine. Donc, ces femmes se sont baptisées les Rosa Parks musulmanes. Elles font cette action de désobéissance civile parce qu'elles se sentent discriminées. Mais attention, prévient Laurent Bouvet dans une tribune du Figaro, c'est l'un des cofondateurs, Laurent Bouvet, du Printemps républicain, une association qui défend la laïcité en France. Ici, il ne s'agit pas de simples mamans qui veulent aller se baigner, mais bien d'activistes, d'associations liées à l'islamisme politique. C'est ce qu'il dit, d'islamistes qui emploient la stratégie de la provocation victimaire. Si ces femmes disent défendre leur liberté de conscience, selon lui, elles ne défendent pas la liberté de toutes les femmes, je cite Laurent Bouvet, mais une vision inégalitaire du rapport entre hommes-femmes et en même temps le refus explicite de se conformer aux règles communes pourtant édictées dans un cadre démocratique. Voilà, et peut-être une polémique de plus. Allez. Rachid Nekaz est âgé de 47 ans. Ce fils d'immigrés algériens est né dans un quartier défavorisé de Choisy-le-Roi, dans le Val-de-Marne. Fils prodige dans une fratrie de 10 enfants, il fait des études d'histoire et de philosophie à la Sorbonne. À la fin des années 90, il lance une start-up dans l'informatique qu'il revend à prix d'or. Depuis, il a fait fortune dans l'immobilier. Sa carrière politique est moins brillante. Candidat de la banlieue en vue de la présidentielle de 2007, il échoue en ne recueillant pas les 500 parrainages. Il n'aura pas plus de succès lors d'élections législatives et municipales auxquelles il a participé. Le millionnaire algérien, qui se définit comme un musulman laïque, provoque une polémique à Cannes en mai 2017. Il lance une opération tout en burkini sur les plages du festival, manifestation finalement interdite par le préfet, ce qui ne l'empêchera pas par ailleurs de payer les amendes des femmes verbalisées en pure illégalité. Nous comptons multiplier les actions sur l'ensemble du territoire pour faire reculer le gouvernement, pour amender cette loi qui est liberticide, afin que les femmes de notre pays puissent circuler librement dans la rue.
L'élection présidentielle algérienne du 18 avril prochain le remet à la une de l'actualité comme opposant farouche au président Bouteflika, président qui, selon Rachid Nekaz, serait mort depuis longtemps, remplacé par un sosie. Perçu en Algérie comme un militant anticorruption, perçu par d'autres comme porteur d'un islam politique, le millionnaire annonce avoir été placé en résidence surveillée illégale dans son village à 250 km d'Alger. Je voudrais revenir en fait à... Vous avez constaté, vous en parlez beaucoup, vous dites souvent, et d'ailleurs vous dites des personnes qui se disent islamistes, en tout cas très religieux, etc. Ça cache souvent un business, ça cache souvent des subventions. Ah oui, bien entendu, c'est un marché. C'est un marché. D'ailleurs, vous dites que c'est un marché. Ah oui, bien entendu. D'ailleurs, le représentant, le monsieur Islam de la République En Marche, aujourd'hui, est un ancien jupéiste recyclé, monsieur Hakim El Karoui, qui avait été désigné par Mediapart comme un agent d'ingérence des services tunisiens à l'époque de monsieur Ben Ali. Il s'en est a priori pas défendu. Vous voyez, en fait, personne, en tout cas dans les strates du pouvoir français, ne considère l'islam comme une religion française aujourd'hui. On sait très bien que la majorité des représentants du culte musulman, je dis bien la majorité mais pas tous, sont des agents d'ingérence contrôlés par des États étrangers ou des services étrangers et qui rendent des comptes, qui manipulent l'opinion publique, l'influence et donc globalement voilà, la radicalité. Quels États, par exemple? Écoutez, l'Arabie Saoudite pour le salafisme, vous aviez le Qatar qui a largement subventionné à un moment les partis liés aux frères musulmans, Tariq Ramadan. Tariq Ramadan était un agent du Qatar, ça a été révélé par vos confrères chez Nomal Bruno, donc qui est grassement rémunéré, 35 000 € par mois, plus certaines enveloppes à un moment. Vous voyez, on en a un certain nombre, je vais peut-être pas citer de noms parce qu'on va s'épargner des procédures en compromission justement du secret défense, mais on a des gens qui sont clairement identifiés comme étant des agents, voilà, et pas que de pays musulmans, majoritairement des pays musulmans, Algérie, Maroc, Turquie, Tunisie, etc. Mais on a également des agents étrangers, c'est-à-dire ou parfois qui peuvent aussi cumuler plusieurs casquettes. Mais les Israéliens s'intéressent d'assez près à ce qui se passe en France. Ils nous ont d'ailleurs plusieurs fois infiltrés à la DRPP. Le Mossad. Le Mossad, oui, bien sûr. Ils ont déjà obtenu, par exemple, au moment de l'affaire Ilan Halimi, les coordonnées directes de certains acteurs de ce dossier malheureux. Donc les coordonnées directes, parce qu'il y a des personnes qui avaient fait l'objet de condamnation et qui ont été, par la suite, dont l'identité, la domiciliation a été tenue secrète. Certains agents de la DRPP ont exfiltré ces données au profit, justement, des Israéliens. On a déjà eu aussi des jeux sur les écoutes téléphoniques. Mais alors pourquoi le communautarisme islamiste a pris ? Vous avez le recul, vous avez 8 ans, etc. Pourquoi, à votre avis, je veux dire, vous avez quand même une analyse, qu'est-ce qui a fait que, alors que le problème, je ne dis pas ne se posait pas, mais se posait très différemment, pourquoi il y a eu une espèce de retour d'identité offensive, belliqueux, etc., sur le territoire français ? Déjà par naïveté et par exclusion. C'est-à-dire que clairement, la masse de ce que seraient aujourd'hui les banlieues, les musulmans de France, pour caricaturer, il n'y a pas que ça, mais on a très peu de Saoudiens, si vous voulez, dans la proportion des musulmans de France ou de Qataris. C'est plutôt des gens majoritairement pauvres, de la classe moyenne, inférieure, ou même de la classe populaire. Et d'Afrique du Nord, enfin. Oui, Afrique du Nord, Afrique. Mais effectivement, c'est des gens relativement pauvres, peu instruits, y compris jusqu'à la 3e génération. Donc assez facilement manipulable, parce que démocratiquement une voix égale une voix, c'est-à-dire que quand un riche cadre supérieur du 16e arrondissement va voter, ou un musulman de Montfermeil va voter, si vous voulez, au présidentiel ou aux législatives, une voix égale à une autre. Sauf que la voix peut-être du musulman est moins chère à acheter, puisque naturellement ils sont constamment victimes de tromperies, de manipulations. La question de l'islam est devenue une question centrale à chaque élection. Donc globalement, il y a ça, il y a la consommation, le marché du halal, la viande halal, c'est 5 milliards d'euros annuels. 5 milliards d'euros, le marché annuel, voilà. Donc naturellement, c'est pour ça que M. Hakim El Karoui propose de taxer la viande halal, de créer un impôt islamique sur le territoire français pour pouvoir construire des mosquées. Alors que personnellement, moi, vous le disiez tout à l'heure, je suis musulman, j'ai absolument pas besoin qu'on me construise une mosquée. Je préfère qu'on me construise une école pour mes enfants ou éventuellement un centre médical dans ma ville. Une police municipale, vous voyez, mais j'ai pas envie qu'on construise une mosquée, donc je sais pas qui a demandé ça, pourquoi. Donc ça fait partie des questions en fait qui font débat. Le pèlerinage aujourd'hui en France, c'est 5 000 € pour un pèlerinage. 5 000 €. Voilà, un aller-retour en Arabie Saoudite dans un hôtel miteux aux abords de la capitale. Donc tous ces marchés, si vous voulez, le livre communautaire, l'islamophobie, etc. Tout ça, c'est l'une des marchés des business et globalement.
C'est un fonds de commerce. C'est des fonds oui, de il n'est pas commerce. rare, vous voyez, de voir des imams, des responsables religieux quémander auprès des services publics quand ils sont en relation avec nos services. Voilà, des naturalisations, des titres de séjour pour les uns, pour les autres, qui sont d'ailleurs parfois facturés. Hein. Et que justement, vous racontez dans votre livre, c'est intéressant, et que plusieurs hommes politiques, par électoralisme, leur donnent. Ah oui, bien Parce sûr. qu'il y a le côté, comme vous disiez, 3 mosquées, une voix. Enfin non, pardon, une mosquée, 3 mandats. Ça c'est dans le livre de Davé Lhomme, effectivement. Dans Davé Lhomme, oui. une mosquée, 3 mandats, oui. Oui, naturellement. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu quelques scandales qui ont entouré tout cela. Je l'explique dans mon livre. Alors, on a effectivement à un moment mis sur écoute des cibles islamistes. On les appelle les cibles. Et on a pu intercepter des communications avec des parlementaires, dont certains ont accédé par la suite à des responsabilités ministérielles importantes, qui manipulaient, par exemple, des islamistes pour aller perturber les conseils municipaux chez leurs opposants. Oui, carrément, jusque-là. Oui, en leur disant, vous passez comme ça, on a des opposants dans le conseil municipal, comme il faut voter le huis clos à l'unanimité, nos partisans s'abstiendront de voter le huis clos et vous pourrez perturber tranquillement le conseil municipal. Voilà, c'était ce type de consigne. On a également un maire qui a octroyé un gymnase municipal pour le jour de l'an en disant, amenez votre racaille globalement le jour de l'an dans le gymnase, vous pouvez leur servir vos boniments et ça nous abstiendra de pouvoir éteindre les incendies, des véhicules incendiés, etc. Bon, il se trouve que cette fois, ça a été porté sur la place publique parce que l'un d'entre eux faisait l'objet d'une assignation à résidence. Donc on l'a su. Après les attentats du 13 novembre, on avait les 2 autres étaient fichés S. Donc, incroyable. Oui, ça fait partie du jeu, si vous voulez, on le sait. Les États étrangers sont là, les partis politiques, les opportunistes. Oui. En fait, c'est open bar, quoi. Chacun. Écoutez, vous voyez, c'est gratuit. C'est-à-dire que quand on a, en période d'élection, si vous voulez, quand des élus organisent des meetings politiques, parfois, ils louent une salle, il faut appeler un traiteur, il faut louer de la sono, de la sécurité, etc. Puis les gens fréquentent pas beaucoup les meetings politiques. Souvent, prêcher à des convaincus. Quand vous allez à la mosquée, vous avez déjà la sono. Vous avez la mosquée qui est pleine, 1000, 2000 personnes qui sont là, qui sont administrées dans la ville, pour la plupart citoyens français, qui votent. Il suffit de s'arranger avec le recteur de la mosquée locale, et puis vous avez un meeting gratuit, en fait, globalement. Dans un noir, je posais non pas la question qui fâche, au contraire. Vous seriez ministre de l'Intérieur. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Ce qui n'arrivera jamais. On ne sait jamais. Quelle serait, honnêtement, aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe, et y compris la préfecture ou ailleurs, quelles seraient les premières mesures à prendre ? Écoutez, déjà, on va dire globalement, une pénalisation immédiate du trafic de stupéfiants, le nettoyage des rues, des départements, parce que ça gangrène, c'est vraiment un fléau de notre société. Une lutte efficace contre l'immigration irrégulière. On ne peut plus supporter ce qui se passe aujourd'hui aux abords de la capitale. C'est-à-dire des gens qui dorment sur les trottoirs, qui vivent de misère, qui entreposent des décharges à ciel ouvert, etc. C'est déjà redonner sa beauté à la France, déjà dans un premier temps. Donc, ensuite, naturellement, une lutte efficace contre le radicalisme religieux, c'est-à-dire une expulsion immédiate de tous les acteurs de l'islam radical qui ne sont pas en conformité au plan administratif sur notre territoire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un résident sur le territoire, on est tout à fait libre de l'expulser au moment le plus opportun. On en a parfois même qui se permettent des agressions alors qu'ils ne sont pas en situation régulière sur notre territoire. C'est-à-dire qu'on a des islamistes sans papier aujourd'hui sur le territoire français. Merci, vous restez avec nous. Et restez surtout avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Audrey. Oui. Alors moi j'ai une petite question à vous poser. C'est vraiment ma question parce que ça a été un débat hier avec mon fils qui a 22 ans. Allez-y. Voilà, je lui ai demandé quand c'est qu'on va arrêter de donner de l'importance à l'islam. C'est ma question. Quand est-ce que on va arrêter ? Mais l'islam, c'est une religion et je suis loin d'être contre. Oui. Mais on nous l'impose. Mais vous voulez dire, attendez, comment on vous l'impose ? Je ne comprends pas votre question. Je comprends que vous disiez par rapport. Un petit village. Oui. Voilà, un petit village. Voilà, je ne vais pas dire où j'habite, loin de là. Non, mais allez-y, oui. Voilà, on a une piscine, municipale, une toute petite piscine, sympa. Les gamins barbotent, les gamins apprennent à nager. Oui. Et depuis cet été, ils ont décidé qu'en fait, les femmes voilées, le mardi et le jeudi, la piscine leur était réservée. Ah oui, je comprends. Par rapport à un burkini voilé, oui. Voilà, le médecin, le mardi et le jeudi, c'est les femmes voilées qui sont prioritaires. Moi, ça fait 3 jours que je suis malade. Voilà, jeudi, j'ai pas pu y aller. Enfin, jeudi, c'était les dames. Et après, j'ai travaillé, donc je comprends ce que vous voulez dire, oui. Donc, hier, j'ai posé la question à mon fils. Ça a été un petit peu un sujet tabou. Et là, il m'a dit, maman, t'es pas tolérante. Si, moi, je pense que je suis très tolérante, mais il y a des limites. Alors justement, Noir, ça, on revient vraiment à ça, c'est une question vraiment, très importante, effectivement, entre la règle républicaine qui veut que tout le monde, dans une piscine, on sait bien, pas de Bermuda pour les hommes, pas de tenue pour les femmes, etc. Oui, tout à fait. Et cette mairie, donc, a permis
un jour pour les femmes qui veulent rester voilées. Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose, moi, que je dénonce totalement, parce que les opérations Burkini, les coups de poing dans les piscines municipales qui ont eu lieu cet été, on s'est aperçu qu'il y avait un ou deux collectifs qui avaient organisé ces opérations coups de poing, qui étaient financés par la Fondation Soros, donc une fondation étrangère, qui finalement subventionne des associations communautaires pour venir perturber le calme républicain. C'est à ce moment-là, justement, qu'il faut montrer les muscles. C'est pas face aux gilets jaunes qui revendiquent des avancées sociales. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu justement sortir les muscles, s'adresser peut-être directement au financement, aux associations. Ça n'a pas été fait parce qu'il y a une forme de lâcheté justement politique, institutionnelle, qui parfois cède du terrain à des organisations qui ne sont absolument pas représentatives. Électoraliste quelquefois, etc. Oui, voilà. Moi, par exemple, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis musulman. Je ne vais pas dire que je suis gentil, je suis pas comme les autres ou quoi que ce soit. Il y a une forme d'islam agressif qui est heureusement minoritaire, mais qui est visible, malheureusement, beaucoup trop. On a fait voter un texte sur l'interdiction du voile intégral. Je vous invite à venir en Seine-Saint-Denis, vous verrez que c'est quelque chose qui prospère. La loi n'est pas appliquée. Et donc, par contre, on va, comme le disait hier le Premier ministre, aller fouiller dans la vie privée du petit gardien de la paix d'origine maghrébine, qui finalement a passé un concours. Vous voyez, moi, quand j'ai passé le concours de gardien de la paix, dans ma famille, jamais personne, moi je suis issu d'une famille ouvrière, mes parents en ont pleuré. Vous voyez, c'était une réussite sociale. Aujourd'hui, on va aller emmerder ces gens-là comme on m'a emmerdé, en me désignant comme musulman, alors que moi, j'ai jamais rien demandé à personne. Vous voyez, et on va vous désigner, vous montrer du doigt. Et le ministre, hier, au lieu justement d'assumer ses responsabilités en disant oui, on a laissé passer, il y a eu des trous dans la raquette, on a laissé passer des personnes qu'on n'aurait jamais dû laisser passer. On va aller dire, on va continuer à serrer la vis sur ces gens. Vous voyez, toujours se défausser. C'est ignoble. C'est ignoble. Voilà, je suis d'accord. En tout cas, vous avez eu votre réponse, Audrey. Merci à vous d'être intervenu sur. Il existe différents types de voiles. Tout d'abord, le foulard, qui couvre uniquement la tête et les cheveux, appelé le hijab. Celui-ci est autorisé dans tous les lieux publics, à l'exception des écoles, collèges et lycées publics. Il est en revanche autorisé à l'université. Il y a ensuite la burqa, qui voile l'intégralité du visage, ainsi que le niqab, qui ne dévoile que les yeux de la femme. Ces deux types de voiles sont interdits dans tous les espaces publics. La loi du 11 octobre 2010 stipule que dissimuler son visage peut constituer un danger pour la sécurité publique. En cas de non-respect de cette loi, 150 € d'amende sont requis. Concernant le port du foulard sur le lieu de travail, les fonctionnaires se doivent de respecter une stricte neutralité. En revanche, pour les entreprises privées, la loi est plus floue. La question se traite alors au cas par cas et peut être statuée par les plus hautes juridictions françaises, comme la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Mohamed Sifaoui, est-ce que cette femme devait être là? Alors, je vais vous dire. Ou est-ce que c'est de la provocation? Quand on est français, quand on est républicain, on a une foi en l'état de droit. Et en l'espèce, le droit ne lui interdisait pas d'être là. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quand on veut, y compris appliquer la loi, la République, vous voyez, c'est le regard, peut-être l'aspiration profonde que j'ai pour la France. Parce que je ne rabaisse pas la France à quelque chose, je dirais, un gang. C'est une grande nation. Le comportement de cet élu de l'extrême droite est un comportement indigne. Parce que, y compris quand les gens sont en faute, la République n'humilie pas, n'agresse pas. Ce qui s'est passé, ce qu'on a vu et ce qu'on a lu par la suite dans des articles de presse, je les crois, j'y étais pas, c'est que cette dame qui est voilée, vous savez, j'ai même des procès pour avoir dénoncé le voile. Et j'ai même des menaces de procès pour avoir dénoncé le voile. Je ne suis pas soupçonnable d'avoir une quelconque sympathie pour le voile et pour le sujet. Je vous ai rien dit. En revanche, j'ai une foi profonde dans le droit. Cette dame, quand elle est partie aux toilettes, elle a été poursuivie et on lui a dit « Madame, quand Poutine sera là, vous serez obligée de dégager ». Je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. En tout cas, une élue de l'extrême droite lui a dit ça. Et ce comportement où on jette en pâture une dame devant des enfants, quel beau message on envoie à ces enfants. Voyez, la République, oui, elle n'agresse pas. Elle n'humilie pas, y compris des délinquants. Parce que la République ne se met jamais au niveau de ceux qu'elle est censée remettre sur le droit chemin. Alors, sachant qu'elle avait le droit, encore une fois, au regard du vide juridique, elle avait le droit d'être habillée. Éric Zemmour, qui est humilié dans cette histoire? Vous avez raison sur un point. Elle avait le droit. Tout à fait. Je ne disconviens nullement. C'est pour ça que je vous dis que la République n'est plus la République.
Parce que la République a été déshabillée par ce qu'on appelle l'état de droit et que moi j'appelle le gouvernement des juges. Elle a été déshabillée par l'idéologie droit de l'homiste. Elle a été déshabillée par la société des individus qui a détruit la République. C'est ce que j'essaye de vous dire depuis tout à l'heure. La République n'est plus la République. Vous savez, quand vous dites la République n'humilie pas et la République ne moleste pas, ça me fait rire. Allez dire ça aux Vendéens, allez dire ça aux curés qui ont été persécutés en 1900 et jusqu'en 1905. Allez leur dire que la République n'humilie pas et ne moleste pas. La République a été impitoyable. Je vais vous le dire à vous. Je veux finir. Non, mais je vais vous le dire à vous. Je veux finir, monsieur Sifaoui. Soyez gentil. Une minute. La République a été impitoyable avec les religions et avec la religion catholique. Et c'est justement parce qu'elle est faible avec l'islam que nous avons ces problèmes-là. Parce qu'en vérité, quand vous me dites c'est triste, c'est devant les enfants, mais ça c'est du sentimentalisme. Vous êtes fier? Non mais vous êtes fier? Je suis. Ouais, moi j'ai du sentiment. Moi je vais vous dire. Moi j'ai des sentiments. Moi, je vais vous dire. Contrairement à vous, j'ai des sentiments. Oui, mais moi je le revendique. Non. Vous ne l'avez pas vous. Non, j'ai pas de sentiments. Voilà, moi j'en ai. J'ai pas de sentiments. Moi j'en ai. Je suis républicain, j'ai des sentiments. Je n'ai pas de sentiments pour des gens qui imposent leurs lois, leur idéologie, leur système juridico-politique et qui sont en vérité, qui ont un comportement de colonisateur. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un colonisateur? C'est quelqu'un qui ne respecte pas les us et coutumes des gens avec qui il vit et qui lui impose son système qui vient de l'étranger. Les pieds noirs, quand ils sont arrivés en Algérie, ils ne se sont pas habillés comme des Arabes et ils n'ont pas parlé arabe, ils ont imposé la loi française. Ne me faites pas, des colonisateurs. ne me faites pas la leçon, non, ne me faites pas la leçon sur le voile. J'ai ce que je donne dans la dénonciation du voile. Je veux dire, je ne vais pas le répéter. Alors il faut choisir. Alors il faut choisir. Il ne faut pas choisir. Je vous parle de méthode. Quand la République est digne, elle ne moleste pas une personne devant son enfant. Voilà. Combien même elle est voilée. Ce n'est pas du sentimentalisme. C'est bien ce que je dis. C'est un respect pour la République. Non, mais attendez. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je vous en prie. Éric Zemmour. Mais voyez, quand c'est énervant d'être coupé. Non, mais c'est pas énervant. Mais si, parce que vous le faites sans cesse. C'est juste. Éric Zemmour, pardon. Vous le faites comme je le fais. Aucun sentiment pour cet enfant qui vient pleurer dans les bras de cette femme. Écoutez, je vais vous dire. Honnêtement. Cet enfant est tout à fait respectable et moi j'aime tous les enfants. Et c'est une mère et elle console son enfant, c'est tout à fait digne et en cela elle est tout à fait respectable. Mais elle est voilée et je vous répète, c'est une provocation politique et elle a un comportement de colonisateur qui impose son mode de vie aux Français. Mohamed Sifaoui, Mohamed Sifaoui, vous m'avez demandé tout à l'heure en quoi vous vous rapprochez d'Éric Zemmour. Vous dites par exemple que le voile, il n'est pas islamique, il est islamiste. Oui ou non? Oui. Bien sûr qu'il est islamiste, le voile. Sinon, toutes les femmes musulmanes... Qu'est-ce que vous pensez de ça, de cette situation? Mais que cette femme soit islamiste, ça ne fait aucun doute. Le problème n'est pas là. Je vous parle encore une fois de la méthode. Quand vous avez quelqu'un qui est contrevenant, combien même, aux règles, aux usages, vous le remettez en place avec une méthode républicaine. Là, c'est une méthode de voyou. C'est une méthode de racaille. C'est une méthode de racaille. Ça, c'est une méthode de racaille. Alors, allons, qu'est-ce que c'est qu'une méthode républicaine? Non, mais dites-moi, expliquez-moi. D'abord, si la loi l'autorise à être là, elle restera là, d'une part. D'autre part, ça, c'est l'état de droit, c'est pas la République. D'autre part, on voit l'environnement. S'il y a des enfants, on ne règle pas des problèmes d'adultes. D'accord. On ne règle pas des problèmes d'adultes. On ne règle pas des problèmes d'adultes en présence d'enfants. 2. 3. La République qui vous fait sourire. Monsieur. Non, c'est vous qui me faites sourire, c'est pas la République. Eh ben, c'est très bien. Au moins, je vous aurais servi à ça. Absolument. La République a appris une chose à travers le droit qu'elle a formulé. C'est qu'on a possibilité dans ce pays de critiquer, y compris violemment et de manière excessive, outrancière, les idéologies et les religions. Tapez sur l'islam comme vous voulez. Mais il y a une chose que le droit, depuis notamment 1939, quand on disait il faut fusiller, 1935, mais la loi est sortie en 1939, quand on disait il fallait fusiller Blum avec une balle dans le dos. Depuis ce temps-là, on a dit la personne doit être protégée. Ce sont des lois qui ont été... C'est en vertu de ces lois, d'ailleurs, que vous êtes souvent condamnés. Ce sont des lois qui ont été abrogées, d'ailleurs, curieusement, par Vichy. Et il a fallu... Et la loi Martineau, exactement. Il a fallu De Gaulle, il a fallu la libération. Il n'a pas fallu De Gaulle du tout. Il a fallu la libération. Non, pas du tout. Il a fallu la libération pour les remettre. Non, et à ce titre, si vous permettez. Monsieur, c'est la loi Pleven et De Gaulle était parti, c'est la loi de 72. Comme on est en désaccord, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la loi 72. Ça commence là. La loi de 1939, relisez-la. Oui, la loi Martineau. Pardon. Comme on a des désaccords, oui. Ça ne coûte pas très cher, 4 €. Je me permets de vous offrir ce cadeau. Qu'est-ce que c'est? C'est véritablement, peut-être,
ça permettra de l'assagir un petit peu, d'assagir sa parole. C'est toute l'histoire des luttes antiracistes. Ouais, oula. Contre le racisme et l'antisémitisme, écrit par deux éminents personnalités. Monsieur Sifawi. Tenez. Monsieur Sifawi, merci. Cadeau. Monsieur Sifawi. C'est un livre, je sais que vous aimez. Je pense que vous savez, l'antiracisme, c'est pour sauver les racistes. Donc voilà ce que je pense du mouvement antiraciste. Excusez-moi, vous distinguez... Ceux qui n'aiment pas les racistes... Vous distinguez entre islam et islamisme. Moi, j'ai des questions très simples à vous poser. Là, j'ai une sourate, une sourate du Coran. « Oh, les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. S'ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs, Allah ne guide certes pas les gens injustes. » Ou alors, saisissez-les, tuez les polythéistes. Ça, c'est de l'islam ou de l'islamisme? Ça, pour le salafiste que vous êtes d'accord avec Éric Zemmour là-dessus. Vous êtes d'accord avec lui. Vous êtes d'accord avec lui là-dessus. Je vous explique. Pour le salafiste que vous êtes... Ah, c'est moi le salafiste. Vous avez la même lecture. Oui, mais c'est eux qui ont raison. Pour le salafiste que vous êtes... Ah, d'accord. Mais bien sûr, ils ont une lecture littéraliste du Coran qui est lui-même un fondamentalisme. Il vous répond, Mohamed Sifawi. Vous dira c'est l'islam. Ben oui. D'accord. Le musulman vous dira c'est un texte qui a été révélé au 7e siècle, qu'il faut relire dans son contexte historique, anthropologique, sociologique, géopolitique, ce que vous ne savez tout ce qui est interdit par l'islam. Ce que vous ne savez tout ce qui est interdit par l'islam depuis le 9e siècle, monsieur Sifawi. Tout ce qui est interdit par l'islam depuis le 9e siècle. Interpréter l'islam. Ils ont fermé les portes de l'ijtihad, vous le savez très bien. Il y a beaucoup de gens qui sortent de cette culture. Encore une fois, il y en a 10 à Saint-Germain-des-Prés. Il y a encore une fois, il y a 10 à Saint-Germain-des-Prés. Non, monsieur, il y a 100 confrères algériens qui ont été assassinés. Il n'y a pas 10. Ne me dites pas qu'il y a 10. D'accord. Il y a 200 000 Algériens. Il y a 200 000 Algériens, monsieur. Il y a 500 000 Irakiens et Syriens. Ne me dites pas il y a 10 à Saint-Germain-des-Prés. Ne me dites pas ça. Parce que c'est la vérité, vous savez très bien. Vous vous énervez parce que vous savez très bien. Vous vous énervez parce que vous savez très bien que vous êtes ultra minoritaire. Aujourd'hui, on vous a entendu. Vous avez du mépris pour les gens. J'ai aucun mépris pour les gens. Au contraire, je vous dis, moi je prends au sérieux l'islam. Je ne les baratine pas, les musulmans. Heureusement que tous les musulmans ne vous prennent pas au sérieux. Mais il faudrait faire des efforts. Ils devraient. Moi je les prends au sérieux. Vous voyez, moi je prends l'islam. La majorité des musulmans ne vous prennent pas au sérieux. Vous m'avez poussé ce que je ne fais jamais. Ce que je ne fais jamais. Dernier mot. Vous vous énervez parce que vous savez. Est-ce que j'ai l'air d'être énervé? Oui, vous êtes énervé. Un petit peu quand même, vraiment. Et là, ça va mieux. C'est tout à fait dernier normal. Dernier mot. Tout simplement. Parce que vous me dites, il y a 10 à Saint-Germain-des-Prés, vous pensez que je vais vous laisser dire une contre-vérité? Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez toutes les études sur la réislamisation dans toutes les banlieues françaises. Avec de plus en plus vos études, c'est Renaud Camus. Mais monsieur, votre référence, c'est Renaud Camus. Laissez-moi parler. Non, mais je vous contredis quand vous dites des insanités. C'est la réalité. Toutes les études montrent. Il y a de plus en plus de gens qui font le halal. C'est pas les études, moi je fais des enquêtes de terrain. Je fais des enquêtes de terrain, ce que vous n'avez jamais fait depuis peut-être 25 ans. Moi je fais des enquêtes de terrain. Ah, vous lisez. Je vous pose une dernière question. Est-ce que vous pouvez... Alors justement, Messieurs, dernière question. Vous me répondez par oui ou par non. La loi doit-elle changer par rapport au voile, oui ou non? Je ne réponds jamais à ce genre de questions par oui ou non. Ça, c'est Éric Zemmour qui fait ça. C'est une réponse. Oui, bien sûr. Oui ou non? Il faut non seulement interdire le voile dans tout l'espace public, c'est ça, monsieur Sifawi, la vraie République. Oui ou non. J'ai dit oui ou non. C'est oui. Et il faut même une loi. Il y a beaucoup de mesures qu'il faut prendre. Il faut fermer les mosquées salafistes. Il faut supprimer le droit du sol. Vous ouvrez une autre émission. Oui, il y a énormément de lois. Mais en tout cas, la vraie République, contrairement à ce que croit monsieur Sifawi, c'est interdire le voile dans tout l'espace public. Ça, c'est la République. Mais c'est pas la République qui s'émeut quand il y a un enfant qui pleure. Excusez-moi. On aura l'occasion, messieurs, on aura l'occasion d'y revenir. Pas quand on en joue, monsieur Sifawi. Mais j'en suis fier. On en joue. Même si on joue, instrumentalisation. Mais si ça me touche, j'en suis fier, contrairement à vous qui n'avez pas de sentiments. Vous faites Mohamed Sifawi, Éric Zemmour, le débat est lancé, le rendez-vous est pris. Mohamed Sifawi, vous reviendrez avec nous, débattre avec Éric Zemmour. Le débat est lancé. Merci beaucoup d'avoir pu échanger vigoureusement sur ce plateau. Tout de suite, Patrice Boisféa, le journal.